Nous sommes dans on va dire la partie européenne de la fin de matinée. Et nous allons entendre deux dames. L'une, Marie-Pierre Chalimbaud, qui est une des responsables les plus éminentes de l'agence Erasmus+, que j'ai eu l'honneur de diriger pendant 6 ans, et beaucoup apprécié Marie-Pierre. Et puis, nous aurons également Perrine de Couette-Legon, qui va intervenir en tant qu'expert MITNES dans la dimension européenne. Il nous est apparu tout à fait important de croiser les espaces, et en particulier l'espace mondial de l'UNESCO avec l'espace européen, qui lui aussi est pourvoyeur de solutions et de financement. Marie-Pierre, c'est à vous. Merci beaucoup, Sonia. Je ne sais pas ce qui est le plus difficile, passer juste un petit peu après le déjeuner ou après l'intervention de Monsieur Collet, qui était véritablement passionnante. Je vous remercie encore, monsieur, et puis j'en profite pour remercier les organisateurs, puisque depuis hier matin, je me régale. C'est un vrai plaisir d'entendre tous ces intervenants et tous ces projets véritablement passionnants. Donc vous connaissez très bien l'agence, Sonia, mais je vais quand même dire un mot d'où je pars. Donc l'agence est un groupement d'intérêt public sous la tutelle du ministère de l'Enseignement, de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Nous sommes à peu près un peu plus d'une centaine de personnes et nous avons le plaisir d'être accueillis par la belle ville de Bordeaux depuis quelques années. Donc nous avons pour mission de mettre en œuvre le programme européen Erasmus+, sur l'ensemble du territoire national et dans ses volets éducation et formation. Donc c'est un programme qui a été doté d'un petit peu moins de 15 milliards d'euros pour la programmation 2014-2020. Ce qui se traduit par exemple cette année, donc nous avons redistribué un peu moins de 140 millions d'euros. Et le budget dédié pour la France en 2017 est de 160 millions d'euros. Je précise que nous couvrons l'ensemble des champs, c'est-à-dire que nous travaillons avec les acteurs de l'enseignement scolaire, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, qu'elle soit initiale ou continue. Et en particulier au sein de ce département, de cette agence, je dirige le département développement qui prend en charge en fait les missions de promotion, de développement du programme et également les actions de mesure de l'impact des projets financés et de valorisation. Voilà. Maintenant que ceci est dit, je voulais dire en fait un mot sur la prise en compte du numérique dans Erasmus+, et également présenter quelques exemples de projets ou de réalisations qui ont pu être faites et avec succès dans ce cadre-là. Donc sur la prise en compte du numérique dans le programme Erasmus+, donc un mot quand même, Erasmus+, n'est pas un programme de mobilité, n'est pas un programme de coopération, c'est un instrument financier au service d'objectifs politiques communs à l'ensemble des pays, donc d'une manière générale des enjeux d'augmentation du niveau de qualification des populations, de modernisation d'attractivité de nos systèmes et puis évidemment du développement de l'innovation dans l'éducation et la formation. Donc, de par ces objectifs-là, évidemment, le numérique est transversal et se retrouve sur l'ensemble des thématiques. Ceci dit, ce qui me semble plus important de souligner, c'est que ces grands objectifs et la mobilisation d'Erasmus pour leur réalisation a une traduction extrêmement concrète dans le guide du programme, où là, le numérique est une priorité, alors ce que nous appelons une priorité horizontale, c'est-à-dire une priorité qu'Erasmus+ donne à l'ensemble des acteurs de l'éducation et de la formation. Donc ici, nous sommes dans le champ de l'enseignement supérieur. Sachez que également sur les autres champs, le programme Erasmus et la Commission européenne donnent cette priorité de l'intégration du numérique dans l'éducation et la formation. Je voulais citer ce qui est inscrit dans le programme sous l'intitulé « Intégrer le numérique dans l'enseignement et la formation ». Parce qu'en fait, cela reprend énormément de choses que j'ai entendues depuis hier matin. Ça veut dire très concrètement que le programme Erasmus+,
donne priorité aux projets qui, je cite, améliorent l'intégration numérique dans les activités d'apprentissage, d'enseignement, de formation et d'animation socio-éducative, aux projets qui encouragent l'accès aux ressources éducatives libres, aux projets qui appuient l'enseignement basé sur les techniques de l'information et de la communication, aux projets qui encouragent les pratiques d'évaluation basées sur les techniques d'information et de communication, aux projets qui favorisent la promotion de la diversité linguistique dans les ressources éducatives libres et aux projets qui soutiennent l'utilisation du numérique pour atteindre les publics issus de milieux défavorisés. Donc c'est pour vous dire que de manière extrêmement explicite, extrêmement claire, la dimension de l'intégration numérique est une priorité forte et transversale au programme Erasmus+. Donc comme je l'ai dit, je voulais vous présenter quelques exemples de projets concrets de cet aspect-là. Le premier étant les plateformes numériques. Alors Umberto Eco disait que la langue de l'Europe, c'est la traduction. Eh bien, en suivant cela, on peut dire que la salle de réunion des Européens, ce sont les plateformes numériques. Je donnerai quelques exemples parce qu'il y a énormément, évidemment, de plateformes numériques, de réseaux en Europe, qu'ils soient thématiques, sectoriels, etc. Je voudrais citer quand même deux plateformes qui sont au niveau européen des communautés de pratique qui rassemblent les praticiens, les opérateurs, les acteurs, mais également les décideurs et les utilisateurs sur un champ. Ces plateformes regroupent à la fois des ressources pédagogiques, des ressources professionnelles, mais également des documents de réflexion, des questionnements. Il y a une interpellation entre les professionnels sur leurs pratiques. Il y a également des forums sur les différentes politiques publiques liées au champ thématique de la plateforme. Et il y a aussi toutes les informations qui y sont regroupées sur des conférences, sur des formations, sur des événements en Europe en lien avec les thématiques ou les acteurs de ce secteur. Donc pour les mentionner, il s'agit d'e-twinning pour l'enseignement scolaire et d'EPAL, donc qui est pour ce que l'Europe appelle l'éducation des adultes, qui est en fait tout ce qui n'est pas formation initiale. Il n'y a pas pour le moment d'équivalent, à ma connaissance, sur l'enseignement supérieur. Voilà. Mais je voulais le citer. Je voulais en citer aussi une qui va émerger en 2017, qui va s'appuyer sur un dispositif existant, mais qui va lui donner une toute autre ampleur. Il s'agira de la plateforme numérique Europass, qui, elle, n'est pas une plateforme, j'allais dire, sectorielle, entre acteurs d'un même secteur, mais qui est une plateforme plutôt thématique, sur une thématique extrêmement importante et cruciale et prégnante, qui est celle des compétences. Et cette plateforme européenne-là va donc rassembler et donner une ouverture à différents portails sur tout ce qui relève du développement des compétences, mais également de leur reconnaissance, de leur documentation, de leur validation, également des informations et des portails des ressources existantes sur tout ce qui est observatoire des compétences, avec la problématique d'une meilleure adaptation des compétences aux besoins des sociétés. Voilà, donc je voulais citer ces plateformes et je voulais également donner donc deux exemples de projets sur le champ donc du numérique, deux projets que l'agence, à travers le programme européen, finance et qui sont, à notre sens, des projets structurants, impactants, qui en tout cas ont été évalués comme tels par les évaluateurs et les experts externes à l'agence. Le premier projet que je voulais présenter est un projet en lien avec la gouvernance des établissements et qui est porté par donc la présidente ou vice-présidente qui est intervenue ce matin, par la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. C'est un projet qui est sur 3 ans, qui a reçu une subvention européenne assez notable. L'objectif de ce projet est de sensibiliser et former. Oui. J'avais suivi ce projet. Ah, d'accord, okay, il est connu. Donc, l'objectif de ce projet est de sensibiliser et former les décideurs de l'enseignement supérieur. Alors, en France, le public cible, c'est les présidents et vice-présidents d'universités. Et l'idée, c'est de pouvoir les sensibiliser à l'intégration du numérique dans la construction d'une stratégie d'établissement plus globale. Le constat de départ étant que le numérique et les nouvelles approches pédagogiques sont un véritable levier de modernisation et d'efficacité, mais souvent dans la mise en œuvre, c'est une dynamique qui peut se heurter
à la non-préparation ou à l'insuffisante préparation des équipes et des dirigeants, des managers des établissements. Donc ce projet-là souhaite identifier des pistes de réponse aux réinterrogations que ces méthodes-là peuvent poser aux pratiques et au fonctionnement classique habituel des établissements. Également proposer des recommandations sur les aspects économiques et notamment des business models et des pistes, que ce soit de financement privé ou public, et d'aboutir à un module de formation adapté à ce public-là, donc avec des contraintes de disponibilité et de temps que tout le monde peut bien percevoir pour ce public de présidents et vice-présidents d'université. Je voulais ensuite vous présenter un autre projet qui est très suivi à l'agence et en Europe, qui est un projet qui va expérimenter donc la mise en place d'une carte étudiante européenne. Donc là, on est plutôt sur l'apport du numérique dans le service aux étudiants. C'est un projet qui en France est porté par le CNUS, donc en partenariat avec plusieurs acteurs similaires en Europe. Donc l'objectif, c'est cette expérimentation d'une carte étudiante européenne, donc de travailler sur l'interopérabilité des systèmes d'information des différents partenaires, de manière à ce qu'une identité digitale de l'étudiant soit générée et certifiée, et qui permettrait aux étudiants porteurs de cette carte d'avoir accès et aux droits et aux services des campus, où qu'ils soient en Europe, donc ce qui nécessite une interopérabilité forte sur tous les systèmes d'information, que ce soit sur le statut des étudiants, les droits ouverts aux étudiants ou les services de bibliothèque ou de restauration. Donc cette plateforme, à terme, devrait être mise à disposition de l'ensemble des pays signataires du processus de Bologne, et devrait également être présenté comme un nouvel objectif en 2018 à l'occasion de l'accueil par la France du secrétariat de Bologne. Voilà. En conclusion, pour terminer, parce que ça me semblait intéressant, je voulais réagir par rapport à des choses qui ont été soulevées à plusieurs reprises hier. Je parlais tout à l'heure du pilotage politique et financier du programme Erasmus+, en fonction d'objectifs politiques. Je voulais mentionner que pour ce qui nous concernait, nous avions eu un espèce de point de bascule en fait en 2015, avec vous parliez de la déclaration de Paris de 2012, nous avons la déclaration de Paris de 2015, qui est la réponse en fait des ministres en charge de l'éducation et l'enseignement supérieur en Europe, la réponse des ministres aux attentats de Paris et Copenhague. Donc c'était les attentats de Charlie Hebdo, c'était en début d'année. Et qui était aussi une réponse à un enjeu sur lequel la Commission et du coup ses opérateurs et ses instruments financiers sont très mobilisés ces derniers mois, qui est la question de l'accueil des migrants et des réfugiés en Europe. Et donc 2015 a été un petit point de bascule, parce que suite à cette prise en compte d'un contexte politique particulier et urgent, les priorités fixées au programme ont été recentrées. On est passé de 13 priorités à 6 priorités. Et je le mentionne parce que, avec ce regroupement des priorités, l'accent a été à nouveau mis sur le rôle fondamental des écoles et des universités de former des citoyens actifs. Et ces dernières années, citoyens actifs, on l'entendait plutôt comme citoyens actifs économiquement, employables, employabilité. C'était le gros focus en fait du programme ces dernières années, en réponse à la crise économique européenne, donc tout ça a une raison. Mais là, on est passé sur un autre paradigme qui est la formation de citoyens actifs aussi démocratiquement. Et ça a été soulevé hier, alors notamment par M. Janicot, qui parlait de l'importance de l'éducation à la citoyenneté mondiale. Ça a été également relevé par Olivier Faron, qui présentait le numérique comme un outil, un levier pour une société plus inclusive. Ça a été rappelé aussi par Patrick Ferry, je crois. Et ce qu'il me semblait important de dire, c'est qu'à ce moment-là, avec ce point de bascule-là, avec ce nouvel focus de priorité et le resserrement des priorités, le numérique est resté parmi les priorités et a même été exposé en priorité numéro 2. Simplement, je pense que ça veut dire que non seulement au niveau du programme Erasmus+,
le numérique et l'intégration numérique en éducation et formation est pris en compte comme un outil de performance, d'amélioration, d'efficacité, mais également perçu comme un outil pour une société et des systèmes d'éducation et de formation plus inclusifs. Et ça me semblait aussi intéressant de le relever. Merci. Merci beaucoup. Donc le numérique rapproche, c'est ça, hein? Le numérique rapproche, et ce qui a été rappelé, c'est deux choses. C'est cette fonction, pas cette fonction-là, mais cette conséquence-là du numérique, qui pour autant, et je vous rejoins, ne gommait pas le rôle de l'enseignant, mais le transformait, mais le maintenait comme un pivot crucial dans la salle de classe, mais simplement différemment. Donc les deux étaient équilibrés. Absolument. Écoutez, merci beaucoup. Je passe la parole à Perrine de Coët-Logon, qui a travaillé longtemps avec moi, puisqu'elle était secrétaire générale de l'UNF 3S avant d'intégrer l'équipe de la MIPNES. Et elle s'occupe effectivement pour la MIPNES de problèmes européens et internationaux. Donc, on avait même mené avec elle un programme qu'on avait voulu soumettre à l'agence Erasmus. On était presque arrivé à le faire valider sur un programme qui s'appelait e-Erasmus, que Geneviève Furazo avait soutenu. Et donc, c'était une espèce de propédeutique en amont et en aval des stages présentiels Erasmus par le numérique, qui aurait permis de mieux préparer l'étudiant dans une perspective d'intégration dans un programme Erasmus. Jury, on va peut-être pas abandonner. Bon. Voilà, Perrine, vas-y, merci. Oui, donc je suis expert numérique Europe et international à la MIPNES, la mission pour la pédagogie et le numérique dans l'enseignement supérieur, qui participe à l'organisation de cette journée, qui soutient les UNT sous divers noms au fil des années, mais depuis plus de 10 ans. Donc j'ai évolué de façon agile et j'ai été nommée expert Europe et international et j'ai souhaité aujourd'hui vous faire part de ce que j'ai appris très simplement, de ce qui se passe au niveau du ministère et des missions, ce qui n'est pas toujours su ou bien connu. Et personnellement, comme certains ont pu le remarquer depuis hier, je communique beaucoup sur les réseaux sociaux et j'aime bien cette façon un peu informelle aussi de tenir au courant des activités du ministère sur ces sujets-là. Donc la Commission européenne organise des groupes de travail en fait, pour faire remonter les sujets et orienter les futures politiques en matière d'enseignement supérieur, définir des budgets et proposer des appels à projets, comme vous l'avez vu, ensuite via des agences nationales. Et il y a par ailleurs le processus de Bologne, dont certains peut-être ignorent encore qu'il est la représentation des établissements eux-mêmes, et qu'il y a des interactions entre les groupes de travail de la Commission européenne et le processus de Bologne, qui fêtera, comme l'a rappelé Marie-Pierre, l'année prochaine, c'est 20 ans. Et en 2018. Ce sera les 20 ans du processus de Bologne, et cet anniversaire sera organisé par la France. Dans ce cadre, on nous demande aux experts de remplir des questionnaires et de faire connaître un certain nombre d'informations ciblées sur la France. Et en début d'année, j'ai ainsi travaillé dans un groupe de travail sur les compétences transversales, qui effectivement cette année intègre de nouvelles compétences qui sont dites citoyennes et qui se traduisent très concrètement dans les établissements par une reconnaissance accrue de l'engagement étudiant, par exemple, dans des associations. Ces réponses permettent ensuite, et ces groupes de travail, de préparer donc des rencontres et plus tard d'organiser des lignes budgétaires pour les projets auxquels vous répondez. Certainement, puisque vous êtes dans le numérique, donc vous faites partie des porteurs de projets très certainement actifs au niveau national, européen ou international.
Donc, parmi ces groupes de travail pour l'enseignement supérieur, il y a la modernisation de l'enseignement supérieur avec Caroline Bélan-Ménagier qui est là et qui a notamment conduit depuis 2004 à des politiques sur l'autonomie des universités, cette politique d'appel à projet et la nécessité toujours d'un ancrage territorial fort des politiques européennes. Moi-même, j'étais nommée avec Nathalie Denos, expert compétences numériques, ce qui a permis à Nathalie Denos, qui porte le C2I et la refonte du C2I, de faire connaître le travail de la France sur ces sujets, les formations C2I, mais aussi donc, de se mettre bien en accord avec le référentiel DIC-COMP. Alors, le numérique s'organise en Europe pour l'enseignement supérieur essentiellement sur 2 grands volets, l'Open Education et justement les compétences numériques. L'Open Education, il existe une plateforme sur laquelle on trouve également des ressources éducatives libres, mais ça fait plus d'1 an qu'elle ne fonctionne plus et qu'elle n'est plus active. C'est un peu la limite peut-être des aspects projets qui durent 3 ans, qui permettent de financer un certain nombre de projets en Open Education, mais qui ne permettent pas d'aller au-delà, contrairement par exemple au travail des UNT qui a pu être renouvelé comme ça pendant plus de 10 ans et qui a abouti enfin à un patrimoine consistant de 34 000 ressources éducatives libres, moissonnables via un seul moteur de recherche qui est dédié. Et j'y vois là une occasion peut-être, je m'adresse à tous, de faire une sorte de lobbying et de faire remonter au terme de ces 2 journées peut-être les thématiques qui vous semblent phares vers l'Europe. En tout cas, on s'y attachera. Voilà. Alors, ceci dit, donc moi j'ai pris mon renseignement. Oui, exactement. Pardon, Perrine, juste pour dans Open Education Europa, le portail actuel, les ressources françaises, c'est 300 ressources. Quand on compare aux 34 000 de Supnum, on se dit qu'on pourrait être beaucoup plus présent à condition de faire un acte volontaire pour y aller, quoi. Et j'ajoute, Albert Claude, que donc effectivement la plateforme est obsolète et que donc en prenant mes renseignements, évidemment, pour essayer de comprendre ce qui se passait, comment un site alimenté par la Commission européenne pouvait comme ça être plus d'1 an sans nouvelles, eh bien j'ai compris qu'il devait être, et maintenant c'est marqué sur le site, mais avant ça ne l'était pas, qu'il y aura bientôt une nouvelle plateforme. Voilà. Mais ça a mis 1 an et il y a 1 an de déshérence du portail entre-temps. C'est pas... Voilà. Bon, c'est un constat, mais je crois qu'on a un certain nombre de personnes dans cette pièce à avoir envie de comprendre quel sera le projet et d'aller tester le nouveau portail s'il sort effectivement d'ici la fin de l'année. Ensuite, sur les compétences numériques, là c'est beaucoup plus actif. Donc les compétences numériques, c'est d'abord une culture générale du numérique qui doit être donnée à tous les étudiants et qui leur permettent de mieux se situer sur Internet, de savoir aussi bien se tenir sur les réseaux sociaux, comprendre quels sont les enjeux de la e-réputation que le fonctionnement de n'importe quelle plateforme ou d'un site. Et avec la refonte donc annoncée depuis le 22 juin 2016 du C2I en PIX, c'est l'accès libre à une plateforme nationale, alors qui n'est pas encore, qui sera lancée l'année prochaine, et qui permettra à tout le monde, en même temps, de s'évaluer, se former, en allant chercher les réponses aux questions quand on ne les a pas, et enfin se certifier en compétences numériques. Et ça sera évolutif. On pourra continuer à se certifier d'un niveau culture générale, comme je l'indiquais, à un niveau DSI, directeur des services informatiques. Vous voyez un peu, il y aura 8 paliers de certification. Voilà. Et ça permettra également, ça répond aux inquiétudes d'un certain nombre dans le réseau C2I en France, il y a 350 personnes qui sont animées sur les compétences numériques. Et elles s'inquiétaient parce que le niveau 2 correspondait à un niveau disciplinaire
Beaucoup de personnes s'inquiétaient du travail qui avait été fait depuis plusieurs années et qui permettait, je sais pas moi, un étudiant en pharmacie d'être parfaitement formé au logiciel informatique dont il allait se servir. Eh bien, il va être question en 2017 de comprendre comment intégrer ça dans PIX et au lieu d'en faire un ascenseur vers un directeur des services informatiques, de permettre de faire un arbre de compétences sur toutes les disciplines avec des compétences numériques liées au métier. Voilà, j'ai aussi profité de mes fonctions pour essayer de faire une première cartographie des réseaux numériques européens. Donc il y a la formation des enseignants, il y a un réseau qui s'appelle NTEP, la formation à distance qui s'appelle Home, et dont un des membres est Pierre Beust, qui est également expert numérique ici à la MIPNES. Pour les DSI, il y a le réseau ENIS, donc qui concerne les systèmes d'information, avec notamment Thierry Kosielniak. Apereo Europe permet de s'occuper des questions d'identité numérique et de référencement. Alain Mayer, qui est également expert numérique à la MIPNES. Et enfin, il y a les réseaux, les câbles, donc, auxquels participe Renater, avec le réseau Terena. Voilà. Et enfin, je voulais rappeler le travail national qui est fait par les UNT et animé par le ministère, notamment sur l'indexation des ressources, la qualité des ressources avec un outil comme Pericles, un travail qui est fait sur le droit d'auteur, qui est un enjeu fondamental de l'appropriation des ressources éducatives libres, pour que les enseignants osent en fait se servir de ce qui est à disposition. Les travaux de recherche en Open Education et continuer à fédérer un maximum de personnes derrière cette grande thématique qui est l'Open Education pour donc la faire remonter au niveau européen. Voilà, j'espère que j'étais claire. Merci. Merci. On a un petit moment pour poser quelques questions à nos deux experts. Pardon, voilà. Merci. Sophie Touzet. Merci. Merci pour ces deux présentations. Bravo Perrine, merci madame. Est-ce que vous pouvez nous redire le nom de la plateforme sur les compétences et un peu comment ça va se passer, s'il vous plaît? Parce que c'est un sujet qui est vraiment effectivement d'actualité. C'est un projet qui est sur le programme de travail de la Commission européenne de 2017. Donc là, il n'existe pas pour le moment, il est prévu en 2017. Ceci dit, c'est l'agrégation et la réorganisation de plateformes existantes. Donc ça ne va pas mettre 10 ans à être mis en ligne. Donc le nom, c'est Europass. Et il va agréger des sites existants et des portails existants. Donc actuellement existe le portail Europass qui est tout sur la transparence et la documentation des compétences. Il va aussi, l'idée c'est qu'il agrège le site en lien avec le cadre européen des certifications pour la perméabilité des systèmes et la communication entre les systèmes sur les niveaux de formation. Il va agréger le travail du CDFOP et de la Commission européenne, c'est New Skills for New Jobs, c'est l'Observatoire des compétences nécessaires à 30 ans. Et il va également agréger ce qui existe actuellement en termes d'orientation des individus, qui est le réseau Euroguidance, donc réseau des praticiens européens de l'orientation. Et il va agréger alors un site qui n'est ni connu ni pratiqué, mais qui à mon avis est une mine d'or, qui est, alors le nom l'explique pourquoi il n'est pas pratiqué, c'est LOC, voilà, Learning Opportunities something, je ne sais plus, Opportunities and Qualification, voilà. Donc, avec un K. Non, avec un... Non. non. Bref, il va changer de nom. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un portail qui présente l'ensemble de l'offre de formation initiale, continue, secondaire, supérieure de l'ensemble des pays. Voilà. Ah, l'offre de formation, ok. Super. Voilà, l'offre de formation. Donc en gros, là par exemple... C'est bien l'offre de formation, c'est pas les contenus de formation. Non, c'est l'offre de formation. Il y a quelques indications sur les contenus de formation parce que par exemple en France, ils vont utiliser le tuyau de la CNCP et de l'ONICEP. Donc à la CNCP, il y a un référencement avec quelques informations sur l'objectif, sur les durées, etc. Mais il n'y a pas de contenu en soi, non.
Donc voilà, le nouveau site Europass sur les compétences. Et ça oriente sur les systèmes ouverts ou fermés, forcément, pas surtout, donc ça veut dire en fait, l'idée, les cursus payants, les boîtes. Ah ouais, alors c'est toute la discussion. Pour la France, c'est non, c'est exclusivement l'offre certifiée en fait. Donc pour la France, non, il n'y a pas une ouverture à des formations privées. Non, pas pour le moment en tout cas, et ça a été en tout cas une position ferme de la France. Voilà. Non. J'ai une petite question. C'est avec une arrière-pensée terrible, qui est la suivante. Est-ce qu'on peut... qu'est-ce qui définit le cadre de l'appel d'offres sur le numérique Erasmus+? Qu'est-ce qui le rend européen? En d'autres termes, est-ce qu'on peut mettre des problématiques internationales ou mondiales dans un programme sur le numérique Erasmus+? Donc, ce qui peut rentrer dans le programme européen, ce sont donc les priorités communes aux pays d'Europe qui sont souvent, voilà, on est bien d'accord, c'est des priorités. Par rapport à ce que j'entends depuis hier matin, à chaque fois, moi, je pensais à des projets Erasmus+ qui pouvaient être montés. Oui, non, mais je vois bien votre arrière-pensée bienveillante. Donc oui, toutes les questions qui ont été soulevées depuis hier matin sont tout à fait des questions qui peuvent être portées dans le cadre du programme Erasmus+. Je pense que si je demande ici qui travaille avec des universités ou des partenaires en Europe, la majorité des mains va se lever. Ah, non, ouais. Non, pas tant que ça. Donc en fait, les problématiques sont des problématiques que vous partagez, qui ont été exposées depuis hier matin et qui rentrent, comme je l'ai dit, complètement dans la priorité du programme Erasmus+. Les conditions, c'est que, évidemment, ce soit fait en partenariat avec des partenaires européens. C'est la plus-value du programme et c'est ce qui est recherché. Donc ça ne peut pas être un consortium national avec uniquement des acteurs nationaux. Et il peut y avoir également, maintenant, avec la nouvelle génération du programme Erasmus+, la contribution d'établissements ou de partenaires hors Europe. Voilà. Donc ça s'ouvre très largement. Quelle convergence y a-t-il entre le programme de l'agence Erasmus France, qui est le nouveau nom antérieurement c'était 2E2F, je crois, et le programme de Campus France pour l'accueil des étudiants étrangers en France, avec le programme en ligne Alumni, je crois, avec les anciens les élèves ayant travaillé en France. Donc comment ces réseaux humains d'étudiants qui ont vécu une expérience éducative dans des contextes de pays étrangers, comment ils s'interpénètrent et peuvent devenir peut-être le ferment de ce que moi j'appelle depuis 2 jours, à ce qu'il y ait en plus des ressources, des hommes et des femmes identifiés comme télétuteurs. Si tant qu'il n'y a pas la dimension d'accompagnement humain, je crois qu'on reste dans un processus qui risque d'être hémiplégique. C'est-à-dire les ressources ne font pas... Vous entrez dans une bibliothèque, aussi gratuite soit-elle, vous ne devenez pas savant pour autant. Donc il y a 2 questions en une. Sur la première partie, je peux répondre, sur la seconde, moins. Sur l'articulation avec Campus France, alors il y a une articulation, une complémentarité assez forte. Campus France opérant essentiellement en mobilité entrante et nous opérant en mobilité sortante, même s'il y a à la marge des... Voilà. Et nous avons effectivement une action complémentaire. On s'appuie beaucoup sur les espaces Campus France des ambassades. On travaille beaucoup avec eux sur la promotion du programme. Alors sur l'idée de l'identification en fait d'anciens, de bénéficiaires, qui est pour nous, alors on travaille avec Campus France et également avec d'autres partenaires, en particulier ESN par exemple, le réseau européen des anciens Erasmus. On travaille aussi sur d'autres secteurs parce que la question se pose pour les apprentis qui ont fait des mobilités en Europe. Il y a aussi cette volonté-là de construire un réseau, y compris professionnel, qui perdure. Donc on travaille sur cette idée d'anciens et de bénéficiaires, mais plutôt à titre d'ambassadeurs du programme et de promotion du programme,
pour donner une image plus adaptée à la réalité de ce qu'est Erasmus, c'est-à-dire ouvert à tous les publics, et apportant non seulement des compétences, mais comme je le disais tout à l'heure, aussi une certaine idée de l'identité et de l'appartenance européenne. Sur leur rôle en tant que tuteur, là, c'est pas mal. Une piste à creuser, sérieusement. Merci beaucoup, chers collègues. Merci beaucoup. Bravo, merci. Merci à nouveau.